Le 15 août 2013, 3 touristes japonais disparaissaient mystérieusement de Nice, laissant derrière eux leurs bagages à l'hôtel et leurs familles dans un désespoir total. Pendant 7 longues années, leurs proches ont vécu dans l'incertitude la plus absolue, sans aucune réponse, sans aucune trace. Mais en octobre 2020, lors de la rénovation d'un vieil hôtel abandonné sur la promenade des Anglais, des ouvriers ont fait une découverte qui allait enfin révéler la vérité sur cette disparition troublante. Ce qu'ils ont trouvé caché dans les murs de cet établissement allait non seulement résoudre le mystère de ces 3 vies perdues, mais également mettre au jour une opération criminelle d'envergure internationale qui utilisait la beauté de la Côte d'Azur comme couverture parfaite. Comment 3 simples touristes venus photographier les paysages de la Riviera française ont-ils pu se retrouver au cœur d'un réseau de trafic d'armes qui opérait sous les yeux de tous depuis des années? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons ensemble comment tout a commencé. Nice, perle de la Côte d'Azur, attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. En août 2013, la ville connaissait l'un de ses étés les plus prospères, avec un afflux particulièrement important de touristes asiatiques, notamment japonais, attirés par la beauté légendaire de la promenade des Anglais et les charmes de la Riviera française. C'est dans ce contexte que Hiroshi Tanaka, 32 ans, avait organisé ce voyage photographique avec ses 2 meilleurs amis. Photographe professionnel établi à Tokyo, Hiroshi travaillait pour plusieurs magazines de voyage japonais et avait obtenu une commande prestigieuse pour réaliser un reportage sur les plus beaux sites de la Côte d'Azur. Ce projet représentait pour lui une opportunité exceptionnelle de faire connaître son travail en Europe. Yuki Sato, 28 ans, l'accompagnait en tant qu'assistante et spécialiste des équipements photographiques. Designer graphique de formation, elle maîtrisait parfaitement les aspects techniques de la photographie numérique et était devenue indispensable à Hiroshi pour ses projets les plus ambitieux. Leur collaboration professionnelle, née 3 ans plus tôt, s'était muée en une amitié profonde, basée sur une passion commune pour l'image et les voyages. Le 3e membre du groupe, Akira Suzuki, 35 ans, était ingénieur en informatique dans une grande entreprise tokyoïte. Passionné de photographie amateur, il avait rejoint ses amis pour ses vacances qu'il considérait comme l'occasion rêvée de perfectionner sa technique auprès d'un professionnel reconnu. Akira était le plus méticuleux du groupe, celui qui planifiait minutieusement chaque étape de leurs excursions et qui tenait un journal détaillé de leurs découvertes. Les 3 amis étaient arrivés à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur le 10 août 2013, par le vol Air France AF 1540 en provenance de Tokyo avec escale à Paris. Ils séjournaient au Grand Hôtel Villa Victoria, un établissement 4 étoiles situé sur la rue Félix-Faure, dans le centre de Nice. L'hôtel, géré par la famille Martinelli depuis 3 générations, jouissait d'une excellente réputation auprès de la clientèle internationale. Leurs premiers jours sur la Côte d'Azur s'étaient déroulés à merveille. Ils avaient exploré les ruelles colorées du vieux Nice, photographié le marché aux fleurs du cours Saleya, immortalisé les façades belle époque de la promenade des Anglais et capturé les reflets dorés du soleil sur la baie des Anges. Leurs équipements photographiques impressionnants, plusieurs boîtiers Canon et Nikon haut de gamme, objectifs professionnels, trépieds en fibre de carbone, attiraient régulièrement l'attention des autres touristes et des habitants. Le personnel de l'hôtel se souvenait parfaitement d'eux. Maria Rossi, la réceptionniste qui les accueillait chaque soir à leur retour, décrivait Hiroshi comme un homme courtois et passionné, toujours prêt à montrer ses plus belles prises de vue de la journée. Yuki impressionnait par sa parfaite maîtrise du français, acquise lors de ses études à l'université Waseda de Tokyo. Quant à Akira, il était apprécié pour sa curiosité sans bornes concernant l'histoire locale et ses questions détaillées sur les meilleurs spots photographiques de la région. Le climat de cette mi-août 2013 était exceptionnel, même pour les standards azuréens.
Les températures oscillaient entre 26 et 29 degrés avec un mistral léger qui rafraîchissait agréablement les soirées. La mer Méditerranée affichait cette couleur bleu turquoise particulière qui fait la renommée mondiale de la Côte d'Azur. Ces conditions météorologiques parfaites avaient encouragé les trois amis à prolonger leur séance photographique, souvent jusqu'au coucher du soleil. Leurs habitudes étaient bien établies. Réveil à 6h30 pour profiter de la lumière dorée du matin, petit déjeuner rapide à l'hôtel, puis départ pour une journée complète d'exploration photographique. Ils rentraient généralement vers 19h, prenaient le temps de sauvegarder et trier leurs images, puis ressortaient pour dîner dans l'un des nombreux restaurants du centre-ville qu'ils découvraient au gré de leur promenade. Le jeudi 15 août 2013, jour férié en France, Hiroshi, Yuki et Akira avaient prévu une journée spéciale pour leur avant-dernier jour sur la Côte d'Azur. Leur objectif était ambitieux. Réaliser une série de clichés panoramiques depuis différents points de vue de Nice, en commençant par le parc du château au lever du soleil, puis en se dirigeant vers la marina et le port Lympia pour capturer l'animation matinale des bateaux de plaisance. À 6h15 précises, ils quittaient leur hôtel, chargés de leurs équipements habituels. Les caméras de surveillance de l'établissement les montraient sortant par l'entrée principale, Hiroshi portant son sac à dos noir contenant ses objectifs les plus précieux, Yuki tenant sa mallette d'équipement technique et Akira avec son trépied caractéristique en fibre de carbone qu'il ne quittait jamais. Leur première destination était le parc du château, accessible par l'ascenseur situé près de la tour Bellanda. À 6h45, Antoine Mercier, un jogger matinal habitué des lieux, les avait croisés sur le sentier menant au sommet. Il se souvenait parfaitement d'eux, car Yuki lui avait demandé en français le meilleur endroit pour photographier le lever de soleil sur la baie des Anges. Antoine leur avait indiqué la terrasse principale du parc, d'où la vue s'étendait sur toute la ville et la mer. Les trois touristes avaient passé près de 2 heures au parc du château, profitant des conditions exceptionnelles pour réaliser leur prise de vue. Plusieurs témoins les avaient vus installant méthodiquement leurs équipements. Akira dirigeant les réglages techniques, tandis que Hiroshi composait ses cadrages avec le soin minutieux d'un professionnel aguerri. Vers 9h30, ils descendaient vers le port Lympia, empruntant la rue Cassini, puis le boulevard Stalingrad. C'est là que leurs traces commençaient à se perdre dans la complexité urbaine de Nice, un jour férié. Le port, particulièrement animé ce matin-là, en raison du beau temps et du jour de congé, accueillait de nombreux plaisanciers et promeneurs. Giuseppe Fontana, propriétaire d'un petit café face au port, se souvenait les avoir servis vers 10h15. Ils avaient commandé 3 expressos et des croissants, s'installant à la terrasse pour observer l'activité portuaire, tout en planifiant leur prochaine série de photos. Hiroshi consultait une carte touristique de Nice, pointant du doigt plusieurs emplacements autour de la marina qu'il souhaitait photographier. C'est après avoir quitté ce café que la chronologie devient floue. Plusieurs témoins pensaient les avoir aperçus près de la marina vers 11h, mais les descriptions variaient. Certains les situaient du côté des quais des yachts de luxe, d'autres près de l'école de voile. Cette confusion s'expliquait par l'affluence exceptionnelle de touristes asiatiques ce jour-là, rendant difficile l'identification précise de nos 3 photographes. La dernière trace fiable de leur présence datait de 11h20. Sylvie Durand, vendeuse dans une boutique de souvenirs située sur le quai Lunel, se rappelait distinctement avoir vu Yuki examiner des cartes postales de Nice, tout en attendant ses compagnons qui photographiaient les bateaux amarrés. Elle avait remarqué la jeune femme car celle-ci parlait un français impeccable et s'intéressait particulièrement aux cartes représentant la marina sous différents angles. Après 11h30, plus aucun témoin fiable ne les signalait. Il était comme s'ils s'étaient volatilisés dans l'agitation portuaire de ce 15 août ensoleillé. L'alerte fut donnée le soir même par le personnel de l'hôtel Villa Victoria. À 20h30, Maria Rossi s'inquiétait de ne pas voir revenir ses clients japonais, qui depuis leur arrivée respectaient scrupuleusement leurs horaires de retour. À 22h, après avoir tenté de les joindre sur le téléphone portable d'Hiroshi sans succès,
elles contactaient la police. Les premières constatations étaient troublantes. Toutes leurs affaires personnelles étaient restées dans leur chambre. Vêtements, chargeurs, médicaments, passeports dans le coffre de l'hôtel et même les appareils photos de secours qu'ils n'emportaient pas lors de leur sortie. Leur lit n'avait manifestement pas été défait depuis le matin, confirmant qu'ils n'étaient pas revenus de la journée. L'enquête préliminaire de la police nationale fut immédiatement ouverte, sous la direction de l'inspecteur Laurent Mercier. Les premières recherches se concentraient logiquement sur leur dernier déplacement connu. Les équipes de secours en mer furent mobilisées dès le lendemain matin, craignant un accident près des rochers de la côte, où les trois amis auraient pu s'aventurer pour réaliser des clichés spectaculaires. Pendant 3 jours, plongeurs, hélicoptères et bateaux de sauvetage ratissaient la zone entre le port et la baie des Anges. Les recherches terrestres couvraient tous les sentiers du littoral, les calanques accessibles aux photographes et même les zones plus reculées des collines niçoises qu'ils auraient pu explorer. Mais aucune trace de Hiroshi, Yuki et Akira ne fut jamais découverte. Leurs équipements photographiques, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, avaient disparu avec eux, renforçant l'hypothèse d'un accident ou d'une agression. Le mystère de leur disparition venait de commencer, et il faudrait attendre 7 longues années avant qu'une découverte fortuite ne vienne bouleverser toutes les certitudes. Les semaines qui suivirent la disparition transformèrent radicalement la vie de tous ceux qui avaient été touchés par cette tragédie. Au Japon, les familles de Hiroshi, Yuki et Akira vivaient un cauchemar sans fin. Les parents de Hiroshi, Kenji et Sachiko Tanaka, propriétaires d'une petite librairie dans le quartier de Shibuya à Tokyo, avaient vendu leur commerce pour financer leurs multiples voyages à Nice. Ils venaient tous les 3 mois, s'installant dans de modestes hôtels du centre-ville, distribuant des photos de leurs fils et interrogeant inlassablement les passants dans leur anglais approximatif. La mère de Yuki, Fumiko Sato, professeur de français au lycée Keio de Tokyo, avait pris un congé sans solde pour s'installer temporairement à Nice pendant l'automne 2013. Elle maîtrisait parfaitement la langue française et servait d'interprète aux autres familles lors de leurs démarches administratives. Son mari, Tomoyuki, ingénieur chez Toyota, continuait de travailler au Japon pour maintenir les finances familiales tout en envoyant régulièrement de l'argent pour poursuivre les recherches. Quant aux parents d'Akira, Noboru et Michiko Suzuki, retraités modestes de la banlieue d'Osaka, ils avaient hypothéqué leur maison pour financer un détective privé français. Ils ne parlaient ni français ni anglais, mais leur détermination était telle qu'ils avaient appris quelques phrases essentielles qu'ils répétaient aux policiers et aux journalistes. « Où est notre fils? Que s'est-il passé le 15 août ?» À Nice, l'affaire avait également marqué profondément la communauté locale. Maria Rossi, la réceptionniste de l'hôtel Villa Victoria, n'arrivait plus à dormir correctement. Elle se reprochait de ne pas avoir donné l'alerte plus tôt, bien que sa réaction ait été parfaitement normale. Giuseppe Fontana, le propriétaire du Café du Port, avait encadré la photo des 3 amis que lui avait donné la police et l'avait accrochée derrière son comptoir avec une inscription. Hiroshi, Yuki, Akira, nous ne vous oublions pas. L'enquête officielle menée par l'inspecteur Laurent Mercier avait exploré toutes les pistes imaginables. Les analyses des relevés téléphoniques montraient que le portable d'Hiroshi s'était déconnecté du réseau vers 11h35 le 15 août, près de la marina. Les enquêteurs avaient interrogé plus de 200 témoins potentiels, examiné des heures de vidéosurveillance des commerces environnants et même fait appel à des plongeurs spécialisés pour fouiller les fonds marins jusqu'à 40 mètres de profondeur. La piste de l'accident en mer avait été privilégiée pendant des mois. Les courants marins particuliers de la baie des Anges pouvaient emporter des corps très loin des côtes, expliquant potentiellement l'absence de découverte. Mais cette théorie se heurtait à un obstacle majeur. Aucun témoin n'avait vu les 3 touristes s'approcher dangereusement de l'eau ou tenter de photographier depuis des positions périlleuses. La thèse du vol avec agression avait également été explorée. En 2013, Nice connaissait une recrudescence des vols à l'arraché visant spécifiquement les touristes équipés d'appareils photo coûteux.
Plusieurs bandes organisées, souvent composées de mineurs, opéraient dans les zones touristiques. Mais là encore, cette hypothèse posait problème. Pourquoi faire disparaître 3 victimes au lieu de simplement les dépouiller? Au fil des mois, l'affaire perdait progressivement de son intensité médiatique. Les journaux locaux, qui avaient abondamment couvert la disparition pendant les premières semaines, n'en parlaient plus que lors des anniversaires ou à l'occasion de nouvelles recherches infructueuses. Le consulat du Japon à Marseille continuait de suivre le dossier, mais les diplomates ne cachaient plus leur pessimisme. En 2015, soit 2 ans après la disparition, l'inspecteur Mercier avait été muté au commissariat central de Cannes. Son remplaçant, l'inspecteur Claire Dubois, avait repris le dossier avec un regard neuf, mais sans découvrir d'éléments nouveaux. Les familles japonaises continuaient leurs pèlerinages annuels à Nice, espérant toujours un miracle qui tardait à venir. L'impact psychologique sur les proches était dévastateur. Fumiko Sato avait développé une dépression sévère qui l'avait contrainte à abandonner définitivement son poste d'enseignante. Les parents d'Hiroshi avaient vieilli prématurément, leurs cheveux blanchissant en quelques mois. Seuls les Suzuki semblaient puiser dans leur foi bouddhiste la force de continuer, organisant chaque année une cérémonie commémorative dans leur temple local d'Osaka. La communauté photographique japonaise n'avait pas oublié non plus. Plusieurs expositions avaient été organisées à Tokyo en hommage à Hiroshi, présentant ses dernières œuvres réalisées sur la Côte d'Azur. Ces images, d'une beauté saisissante, montraient un Nice paisible et lumineux qui contrastait cruellement avec le drame qui avait suivi. En 2018, 5 ans après la disparition, les recherches officielles furent officiellement suspendues. Les dossiers furent archivés, bien que techniquement l'enquête restât ouverte. Cette décision administrative porta un coup terrible aux familles, qui y virent un abandon définitif de leurs proches. Cependant, certains membres de la police locale continuaient discrètement à s'intéresser à l'affaire, persuadés qu'un jour ou l'autre, la vérité ressurgirait. C'est en octobre 2020, par un matin pluvieux d'automne, que le destin décida enfin de révéler ses secrets. Marie Blanchard, propriétaire de l'hôtel Belle Époque, un établissement de charme situé au 47 promenade des Anglais, avait pris la décision difficile de rénover entièrement son hôtel après les difficultés financières causées par la pandémie de Covid-19. L'hôtel Belle Époque avait une histoire particulière. Construit en 1889, il avait connu ses heures de gloire au début du XXe siècle avant de péricliter lentement. En 2013, Marie l'avait fermé temporairement pour des raisons de sécurité liées à la vétusté de certaines installations électriques. Depuis, l'établissement était resté inoccupé, ses 24 chambres transformées en témoins silencieux d'un passé révolu. La décision de rénover n'avait pas été prise à la légère. Marie, 58 ans, ancienne directrice commerciale reconvertie dans l'hôtellerie par passion, avait hérité de cet établissement de sa grand-mère en 2010. Les années de fermeture avaient été financièrement difficiles, mais elle espérait relancer l'activité avec un concept boutique-hôtel moderne qui attirerait une nouvelle clientèle. L'entreprise de rénovation choisie, les établissements Martineau, était spécialisée dans la restauration d'hôtels historiques de la Côte d'Azur. Leur équipe, dirigée par le chef de chantier Bruno Martineau, avait déjà rénové plusieurs établissements prestigieux de Cannes et de Monaco. Bruno, 45 ans, était un artisan respecté qui privilégiait toujours la préservation du patrimoine architectural. Les travaux avaient commencé le 5 octobre 2020 par la dépose des cloisons modernes ajoutées dans les années 1970 pour retrouver la configuration originale de l'hôtel. C'est en démontant une cloison factice dans l'ancienne suite 15, au 2e étage, que l'ouvrier Karim Benali fit une découverte qui allait tout changer. Karim, 31 ans, travaillait pour les établissements Martineau depuis 8 ans. Originaire d'Alger, il était venu s'installer à Nice en 2010 et s'était rapidement fait une réputation de professionnel consciencieux et minutieux. Ce matin du 12 octobre, vers 10h30, il s'attaquait à une cloison qui semblait avoir été ajoutée précipitamment,
sans respecter les standards de construction habituels. En retirant les plaques de plâtre, Karim découvrit une cavité dissimulée entre deux murs porteurs. À l'intérieur, soigneusement enveloppés dans des sacs plastiques étanches, se trouvaient 3 passeports japonais, plusieurs appareils photographiques endommagés, des cartes mémoire et divers objets personnels. L'état de conservation était remarquable, les sacs ayant parfaitement protégé le contenu de l'humidité. Karim appela immédiatement Bruno Martino, qui descendit examiner la trouvaille. En ouvrant le premier passeport, Bruno lut le nom qui allait réveiller un mystère endormi depuis 7 ans, Hiroshi Tanaka. Les 2 autres passeports portaient les noms de Yuki Sato et Akira Suzuki. Même sans connaître les détails de l'affaire, Bruno comprit instantanément qu'il était en présence d'éléments cruciaux liés à une enquête criminelle. La police fut contactée à 11h15. L'inspecteur Julien Moreau, nouvellement affecté au commissariat central de Nice, se rendit sur les lieux accompagné de l'équipe de police scientifique. La découverte était extraordinaire. Non seulement les passeports étaient en parfait état, mais les appareils photos contenaient encore leurs cartes mémoire intactes. Marie Blanchard était sous le choc. Son hôtel avait fermé en septembre 2013, soit 1 mois après la disparition des 3 touristes japonais. Elle se souvenait vaguement de cette affaire, qui avait fait les gros titres à l'époque, mais n'avait jamais imaginé que son établissement puisse y être lié d'une quelconque manière. Plus troublant encore, elle ne comprenait pas comment ces objets avaient pu se retrouver dissimulés dans cette cloison qu'elle était certaine d'avoir vu construire en 1998 lors de ses derniers travaux de modernisation. L'examen préliminaire des lieux révéla que la cloison avait effectivement été reconstruite récemment, probablement en urgence et par quelqu'un qui connaissait parfaitement la configuration de l'hôtel. Les traces de mortier étaient encore relativement fraîches, datant vraisemblablement de 2013 ou 2014. Cette découverte signifiait qu'une personne avait eu accès à l'hôtel après sa fermeture officielle, y avait caché les effets personnels des 3 touristes, puis avait reconstruit la cloison pour dissimuler sa cachette. Les implications étaient vertigineuses. Si ces objets se trouvaient ici, cela signifiait que Hiroshi, Yuki et Akira avaient bel et bien été victimes d'un crime et que leurs meurtriers avaient pris soin de faire disparaître leurs effets personnels de la manière la plus discrète possible. Mais pourquoi garder ces preuves au lieu de les détruire? Et surtout, qui avait eu accès à cet hôtel fermé pour y organiser cette macabre mise en scène? L'analyse des cartes mémoire retrouvées dans les appareils photos allait révéler des informations qui dépassaient toutes les attentes de l'enquête. Le laboratoire de police scientifique de Nice, équipé des dernières technologies de récupération de données, parvint à extraire la totalité des fichiers, y compris ceux qui avaient été partiellement effacés. Les dernières photos prises par Hiroshi révélaient une chronologie précise des événements du 15 août 2013. Les images montraient clairement que les 3 amis avaient quitté le café de Giuseppe Fontana vers 10h45 pour se diriger vers la partie la plus exclusive de la marina, où étaient amarrés les yachts de luxe. Leurs clichés documentaient minutieusement leur progression le long des quais, capturant l'atmosphère matinale du port avec leur professionnalisme habituel. Mais c'est à partir de 11h20 que les images devenaient troublantes. Plusieurs photos prises en rafale montraient un groupe d'hommes en pleine conversation près d'un yacht de 40 mètres battant pavillon maltais, le Stella Maris. Ces hommes, apparemment inconscients d'être photographiés, manipulaient des caisses métalliques qu'ils transportaient discrètement depuis une camionnette blanche stationnée sur le quai. L'inspecteur Moreau fit appel à des spécialistes en analyse d'images pour agrandir et améliorer la qualité de ces clichés. Les résultats étaient saisissants. Les caisses portaient des marquages caractéristiques d'équipements militaires, et l'un des hommes tenait manifestement une arme automatique dissimulée sous sa veste. Plus troublant encore, les plaques d'immatriculation de la camionnette étaient parfaitement lisibles sur plusieurs clichés. Les vérifications révélèrent que ce véhicule était enregistré au nom d'une société de transport basée à Monaco, les Transports Méditerranéens, dirigée par un certain Jean-Claude Vernet.
Cette entreprise, créée en 2010, présentait officiellement une activité de transport de marchandises de luxe entre l'Italie et la France. Mais les enquêteurs découvrirent rapidement qu'elle servait de façade à des activités beaucoup moins avouables. Jean-Claude Vernet, 52 ans, était fiché par Interpol comme suspect dans plusieurs affaires de trafic d'armes en Méditerranée. Ancien militaire ayant servi en ex-Yougoslavie dans les années 1990, il était soupçonné d'avoir développé un réseau de contrebande exploitant les failles de sécurité entre les pays européens. Sa base d'opération présumée se situait entre Monaco, Nice et Gênes, profitant du trafic maritime intense de cette zone pour dissimuler ses activités illégales. L'analyse approfondie des métadonnées des photos révéla un détail capital. Les 3 derniers clichés d'Hiroshi avaient été pris à 11h33, puis plus rien. Mais l'appareil photo de Yuki continuait d'enregistrer jusqu'à 11h47, documentant de manière chaotique ce qui ressemblait à une confrontation. Ces images floues montraient des fragments de visage, des mains qui tentaient de saisir l'appareil, et dans la dernière photo, parfaitement nette, le visage menaçant d'un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns et à la barbe soigneusement taillée. La police lança immédiatement des recherches sur ce suspect. Le fichier de reconnaissance faciale permit de l'identifier. Marco Tessier, 43 ans, ancien légionnaire reconverti dans la sécurité privée. Tessier était l'associé de Vernet et son bras droit pour les opérations sensibles. Il résidait officiellement à Menton, mais ses voisins confirmaient qu'il s'absentait fréquemment pour de mystérieux voyages d'affaires. Parallèlement, l'enquête sur l'hôtel Belle Époque révélait des éléments troublants. Marie Blanchard, interrogée plus précisément, se souvenait maintenant d'un détail qui lui avait paru anodin à l'époque. En novembre 2013, soit 2 mois après la fermeture de son établissement, elle avait découvert que quelqu'un était entré dans l'hôtel. Rien n'avait été volé, mais elle avait trouvé des traces de poussière de plâtre dans l'escalier et remarqué que la porte de la chambre 15 était entr'ouverte alors qu'elle était certaine de l'avoir fermée. Sur le moment, elle avait pensé à une intrusion de sans-abri cherchant un abri temporaire, phénomène fréquent dans les bâtiments abandonnés de Nice. Elle avait renforcé la sécurité sans donner suite, ne soupçonnant pas que cette effraction dissimulait en réalité la mise en place d'une cache destinée à faire disparaître les preuves d'un triple meurtre. Les investigations sur les liens entre Vernet et l'hôtel révélèrent une connexion inattendue. En 2012, Jean-Claude Vernet avait séjourné plusieurs fois à l'hôtel Belle Époque lors de réunions d'affaires à Nice. Marie se souvenait de lui comme d'un client discret mais généreux qui réservait toujours la suite 15 et recevait régulièrement des visiteurs pour de brèves réunions. Elle l'avait revu pour la dernière fois en juillet 2013, 1 mois avant la disparition des touristes japonais. Cette information prenait maintenant une dimension sinistre. Vernet connaissait parfaitement la configuration de l'hôtel et savait que l'établissement allait fermer. Il avait probablement gardé un double des clés ou trouvé un moyen d'accès, lui permettant de revenir après la fermeture pour y dissimuler les effets personnels des victimes. Le choix de la chambre 15, sa suite habituelle, n'était certainement pas un hasard. L'étau se resserrait autour de Vernet et de son réseau. Mais les suspects avaient eu 7 années pour effacer leurs traces et réorganiser leurs activités. La course contre la montre venait de commencer pour les enquêteurs, qui devaient maintenant prouver la culpabilité de hommes rompus aux techniques d'effacement des preuves et disposant de ressources considérables pour échapper à la justice. L'inspecteur Moreau coordonnait désormais une enquête d'envergure internationale. Le parquet de Nice avait saisi Europol et Interpol, car les ramifications de l'affaire s'étendaient bien au-delà des frontières françaises. Le yacht Stella Maris, photographié par les victimes, était enregistré à Malte, mais appartenait en réalité à une société écran basée aux îles Caïmans. Les investigations révélaient un montage financier complexe destiné à dissimuler la véritable propriété de l'embarcation. Les spécialistes en criminalité financière découvrirent que Vernet dirigeait un réseau sophistiqué exploitant les paradis fiscaux méditerranéens.
Ces transports méditerranéens n'étaient que la partie visible d'un empire commercial s'étendant de Gibraltar à Chypre, avec des ramifications en Afrique du Nord. Chaque société du groupe avait une activité légale de façade, transport maritime, location de yachts, import-export de produits de luxe, qui masquaient des transactions d'armes destinées aux zones de conflit au Moyen-Orient et en Afrique. L'analyse approfondie des appareils photographiques révéla d'autres détails troublants. Les trois amis avaient inconsciemment documenté plusieurs rencontres suspectes au cours de leurs 5 jours à Nice. Leurs photos montraient Vernet et ses associés à 3 reprises. Une première fois le 12 août près du marché aux fleurs. Une deuxième fois le 13 août devant le casino de Monte-Carlo qu'ils avaient visité en excursion. Et enfin le 15 août lors de la transaction fatale à la marina. Cette récurrence n'était pas fortuite. Les enquêteurs comprirent que le réseau surveillait probablement les 3 touristes depuis leur arrivée, inquiets de voir des photographes professionnels documenter systématiquement tous les sites qu'ils visitaient. Dans le milieu du trafic d'armes, la discrétion est vitale, et la présence de reporters potentiels représentait un risque inacceptable pour des opérations clandestines d'une telle ampleur. Le téléphone portable d'Hiroshi, dont la puce avait été retrouvée dans les débris, contenait encore des données exploitables. Les experts en téléphonie criminelle reconstituèrent ces derniers échanges. À 11h31, soit 2 minutes avant sa dernière photo, Hiroshi avait tenté d'appeler le consulat du Japon à Marseille. L'appel n'avait duré que 12 secondes et semblait avoir été interrompu brutalement. Dans ces messages, les enquêteurs trouvèrent un brouillon non envoyé, rédigé en japonais à 11h29. Quelque chose d'étrange se passe ici. Ces hommes nous regardent bizarrement. Yuki pense qu'on devrait partir. Cette découverte confirmait que les 3 amis avaient perçu le danger et tenté de s'éloigner, mais qu'il était déjà trop tard. Les criminels ne pouvaient pas prendre le risque de les laisser repartir avec leurs appareils photos, contenant des preuves compromettantes de leur opération. L'analyse balistique des lieux où avait été prise la dernière photo révéla des traces de sang microscopiques, confirmant que le crime avait bien eu lieu sur les quais de la marina. Parallèlement à l'enquête technique, l'inspecteur Moreau menait un travail minutieux de reconstitution du réseau criminel. Marco Tessier, l'homme au visage menaçant de la dernière photo, était devenu la piste prioritaire. Surveillé discrètement depuis la découverte des passeports, Tessier menait apparemment une vie tranquille à Menton, travaillant officiellement comme consultant en sécurité pour des résidences de luxe de la Côte d'Azur. Mais cette façade paisible cachait une toute autre réalité. Les écoutes téléphoniques, autorisé par le juge d'instruction, révélait que Tessier était en contact permanent avec des individus suspects basés en Italie, en Espagne et en Grèce. Ces conversations, prudentes mais révélatrices pour des enquêteurs expérimentés, évoquaient des livraisons spéciales et des clients exigeants, selon un code que les spécialistes parvenaient progressivement à décrypter. L'enquête sur Vernet s'avérait plus complexe. L'homme avait apparemment quitté Monaco en 2019, officiellement pour s'installer aux Bahamas, où il dirigeait désormais une société de charter nautique de luxe. Mais Interpol découvrit qu'il effectuait de fréquents voyages en Europe, utilisant plusieurs passeports européens obtenus grâce à des programmes d'investissement dans différents pays. Sa fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, lui permettait de corrompre et d'acheter des protections dans de nombreux pays. Les familles japonaises des victimes furent informées des développements de l'enquête par le consulat. Leur réaction fut un mélange de soulagement et de douleur renouvelée. Fumiko Sato, la mère de Yuki, déclara aux médias japonais « Pendant 7 ans, nous avons vécu dans l'espoir qu'ils étaient quelque part en vie, peut-être amnésiques ou retenus contre leur volonté. Savoir qu'ils sont morts est terrible. Mais au moins, nous savons maintenant qu'ils n'ont pas souffert longtemps et qu'ils n'ont rien fait de mal. » Les parents d'Hiroshi, maintenant âgés de 74 et 71 ans, prirent immédiatement l'avion pour Nice. Ils souhaitaient récupérer les effets personnels de leur fils et remercier personnellement les enquêteurs français. Leur arrivée à l'aéroport de Nice, où ils furent accueillis par l'inspecteur Moreau,
marqua un moment particulièrement émouvant de cette affaire qui avait touché bien au-delà des frontières françaises. L'impact médiatique de ces révélations fut considérable. La presse internationale s'empara de cette histoire, qui illustrait parfaitement les dérives de la criminalité organisée moderne, capable de tuer 3 innocents touristes pour protéger des intérêts financiers colossaux. Les médias japonais notamment consacrèrent de nombreux reportages à cette affaire, transformant Hiroshi, Yuki et Akira en symboles de la vulnérabilité des citoyens ordinaires face aux réseaux criminels internationaux. La coopération policière internationale s'intensifiait. Les autorités maltaises fouillaient les archives concernant le yacht Stella Maris. Les monégasques traquaient les mouvements financiers des sociétés de Vernet et les Italiens surveillaient ses anciens associés basés à Gênes et Naples. Cette mobilisation exceptionnelle témoignait de la détermination des autorités européennes à démanteler enfin un réseau qui opérait impunément depuis des années. Mais Vernet et Tessier n'étaient pas restés inactifs. Les enquêteurs découvrirent qu'ils avaient tenté de faire effacer numériquement toutes les traces de leurs activités passées. Des spécialistes en cybercriminalité avaient été engagés pour pirater les serveurs de surveillance portuaire de Nice et supprimer les enregistrements vidéo de 2013. Heureusement, les sauvegardes de sécurité conservées par la capitainerie avaient préservé certaines images qui confirmaient la présence du Stella Maris le 15 août 2013. La reconstitution précise des événements du 15 août prenait forme. Les 3 amis, après avoir quitté le café de Giuseppe vers 10h45, s'étaient dirigés vers la zone des yachts de luxe pour photographier ces symboles de richesse qui fascinaient tant les touristes japonais. Ils avaient commencé leur prise de vue sans se douter qu'ils documentaient en réalité une opération de transfert d'armes organisée par des professionnels du crime. Vers 11h20, Vernet et ses hommes avaient remarqué la présence des photographes. Dans un premier temps, ils avaient tenté de les dissuader discrètement de poursuivre, mais Hiroshi, concentré sur son travail et ne comprenant pas les enjeux, avait continué ses prises de vue. La situation avait alors dégénéré rapidement. Les criminels ne pouvaient pas se permettre de laisser repartir des témoins potentiels, surtout des photographes professionnels dont les images risquaient d'être diffusées largement. L'analyse des dernières photos montrait que Yuki avait été la première à comprendre le danger. Ces clichés devenaient de plus en plus erratiques, photographiant apparemment au hasard pour donner le change tout en tentant de s'éloigner. Mais il était déjà trop tard. Les 3 amis furent rapidement cernés et contraints de remettre leurs équipements. La suite des événements restait à déterminer, mais les enquêteurs supposaient qu'ils avaient été embarqués sur le yacht pour être éliminés en haute mer. Le choix de dissimuler leurs effets personnels dans l'hôtel Belle Époque révélait la sophistication du réseau criminel. Plutôt que de détruire ces preuves, ce qui aurait pu attirer l'attention par l'absence totale d'indices, Vernet avait préféré les faire disparaître temporairement. Il comptait probablement revenir les récupérer une fois l'enquête officielle abandonnée pour les détruire définitivement ou les faire ressurgir ailleurs pour orienter les soupçons vers de fausses pistes. Cette stratégie aurait probablement fonctionné si l'hôtel était resté fermé indéfiniment. Mais la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques avaient poussé Marie Blanchard à rénover son établissement plus tôt que prévu, bouleversant les plans des criminels. Le hasard que Vernet avait tenté de maîtriser pendant 7 ans venait finalement de se retourner contre lui de la manière la plus inattendue. Le 15 novembre 2020, soit exactement 1 mois après la découverte des passeports, l'enquête connut un tournant décisif. Marco Tessier, sous surveillance constante depuis des semaines, commit l'erreur qui allait précipiter sa chute. Persuadé que la police française n'avait pas suffisamment de preuves pour l'arrêter, il tenta de récupérer des documents compromettants cachés dans un garage de Menton qu'il louait sous une fausse identité. Les enquêteurs, qui surveillait tous ses faits et gestes grâce à un dispositif de géolocalisation discret placé sur son véhicule, le filèrent jusqu'à ce garage situé dans une zone industrielle peu fréquentée. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs espérances.
Tessier récupérait non seulement des dossiers financiers détaillés sur les opérations de Vernet, mais également les objets personnels des 3 victimes japonaises que les criminels avaient conservés comme trophées macabres. Parmi ces objets se trouvait la montre Seiko d'Hiroshi, gravée d'une dédicace de ses parents pour son 30e anniversaire, le bracelet en argent de Yuki offert par sa mère avant son départ pour la France et l'alliance d'Akira qu'il portait en mémoire de sa grand-mère décédée. Ces effets personnels, que les criminels avaient probablement gardés séparément des équipements photographiques pour éviter leur découverte simultanée, constituaient des preuves accablantes de leur implication directe dans les meurtres. L'arrestation de Tessier eut lieu le soir même, dans son appartement de Menton. L'homme, confronté aux preuves photographiques et aux objets retrouvés en sa possession, nia d'abord toute implication avant de comprendre que sa situation était désespérée. Face à la perspective d'une condamnation à vie pour triple meurtre, il accepta finalement de négocier avec les enquêteurs en échange d'une réduction de peine. Ces révélations furent édifiantes. Tessier confirma que Jean-Claude Vernet dirigeait effectivement l'un des plus importants réseaux de trafic d'armes de Méditerranée occidentale. L'opération du 15 août 2013 concernait la livraison de missiles anti-chars russes destinés à des groupes armés libyens, dans le contexte chaotique qui suivait la chute de Kadhafi. La valeur de cette cargaison se chiffrait en dizaines de millions d'euros, justifiant aux yeux des trafiquants l'élimination de témoins gênants. Tessier expliqua que Vernet avait personnellement ordonné l'élimination des 3 touristes après avoir visionné les photos prises par Hiroshi. Les images montraient clairement les visages des acheteurs libyens, des hommes recherchés par Interpol dont l'identification aurait compromis des années d'investissement et de préparation. Vernet a dit qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre ce contrat à cause de 3 touristes qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, déclara Tessier aux enquêteurs. Les détails du crime étaient glaçants. Les 3 amis avaient été contraints de monter à bord du Stella Maris sous la menace, officiellement pour discuter de la situation. Vernet avait tenté de les convaincre de supprimer leurs photos en échange d'une importante somme d'argent, mais Hiroshi, inquiet des implications légales, avait refusé et menacé d'alerter les autorités. Cette réaction avait scellé le sort du trio. Selon Tessier, Vernet avait personnellement abattu Hiroshi d'une balle dans la tête, puis Yuki et Akira qui tentèrent de s'enfuir vers la cabine. Les corps avaient été lestés et jetés en mer au large de la Corse, dans une zone de fort courant qui garantissait leur dispersion. Le yacht avait ensuite rejoint discrètement son port d'attache à Monaco, où il avait été nettoyé méticuleusement par des spécialistes habitués à ce genre d'opération. Ces révélations permettaient enfin de comprendre pourquoi les recherches en mer n'avaient jamais abouti. Les enquêteurs avaient concentré leurs efforts près des côtes niçoises, alors que les corps se trouvaient à plus de 200 km au large, dans des fonds marins de plus de 2000 mètres de profondeur. Cette zone, fréquentée par les navires commerciaux reliant Marseille à la Corse, offrait une couverture parfaite pour des activités criminelles discrètes. Mais la coopération de Tessier ne s'arrêtait pas aux révélations sur le triple meurtre. Pressé par les enquêteurs qui lui promettaient une peine réduite en échange d'informations complètes, il dévoila l'ensemble des activités du réseau Vernet. Les trafiquants exploitaient les routes touristiques méditerranéennes pour transporter des armes entre l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord, utilisant des yachts de luxe qui passaient inaperçus parmi les milliers d'embarcations de plaisance croisant en Méditerranée. Le système était d'une redoutable efficacité. Les armes, généralement d'origine russe ou balkanique, transitaient par des ports complaisants comme celui de Bar au Monténégro ou de Varna en Bulgarie, avant d'être chargés sur des yachts officiellement utilisés pour des croisières de luxe. Ces navires, équipés de compartiments secrets indétectables lors des contrôles de routine, acheminaient ensuite les cargaisons vers l'Afrique du Nord via des escales apparemment touristiques à Nice, Monaco ou Cannes. L'argent du trafic,
blanchi à travers un réseau complexe de sociétés offshore, finançait l'achat de nouveaux équipements et la corruption d'officials portuaires, de douaniers et même de policiers dans plusieurs pays méditerranéens. Vernet avait ainsi constitué un véritable empire criminel qui lui rapportait plusieurs dizaines de millions d'euros annuels, tout en menant officiellement la vie d'un riche homme d'affaires passionné de navigation. Les informations fournies par Tessier permirent aux autorités internationales de lancer simultanément des opérations d'arrestation dans 6 pays européens. Le 20 novembre 2020, une vaste opération coordonnée par Europol aboutit à l'arrestation de 27 membres du réseau, la saisie de 8 yachts, de 4 entrepôts d'armes et de plus de 50 millions d'euros en liquide et en crypto-monnaie. Jean-Claude Vernet fut arrêté aux Bahamas par les autorités locales, à la demande des autorités françaises. L'homme, qui coulait des jours paisibles dans sa villa de Nassau, en pensant avoir échappé définitivement à la justice européenne, fut pris totalement au dépourvu. Les accords d'extradition entre les Bahamas et la France permirent son transfert vers Paris dès le mois de décembre 2020. Sa première confrontation avec les enquêteurs français révéla un homme qui avait perdu son assurance habituelle. Vernet, habitué à contrôler chaque aspect de ses opérations, découvrait que sa stratégie de dispersion des preuves s'était retournée contre lui. En conservant les effets personnels des victimes au lieu de les détruire, il avait fourni à la justice les éléments matériels nécessaires à sa condamnation. L'analyse de ses biens saisis révéla l'ampleur de sa fortune criminelle. Outre ses propriétés officielles aux Bahamas et à Monaco, Vernet possédait des comptes bancaires dans 15 pays, une collection d'œuvres d'art volées, et même une petite île privée en Grèce qu'il utilisait comme base logistique pour ses opérations en Méditerranée orientale. Cette richesse, accumulée sur plus de 15 ans de trafic, témoignait de la dimension internationale de ses activités criminelles. Mais au-delà des aspects financiers, c'est la personnalité de Vernet qui troublait les enquêteurs. Cet homme, capable d'ordonner froidement l'exécution de 3 innocents touristes, menait par ailleurs une vie sociale active dans les cercles huppés de Monaco. Il finançait des œuvres caritatives, participait à des régates prestigieuses et était même membre du conseil d'administration d'une fondation de protection de l'environnement marin. Cette double vie révélait une capacité de dissociation psychologique qui expliquait son succès criminel de longue durée. Le procès de Jean-Claude Vernet et de Marco Tessier s'ouvrit devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes en septembre 2021, dans une atmosphère de tension extrême. L'affaire avait pris une dimension internationale, avec la présence de journalistes du monde entier et des familles des victimes venues spécialement du Japon pour assister au débat. Les parents d'Hiroshi, Kenji et Sachiko Tanaka, maintenant âgés et affaiblis par 8 années de souffrance, témoignèrent avec une dignité bouleversante. Sachiko déclara à la barre « Mon fils aimait photographier la beauté du monde. Il ne pouvait pas imaginer qu'en capturant la lumière de votre belle côte française, il photographierait aussi la laideur de l'âme humaine. Nous ne cherchons pas la vengeance, mais nous voulons que justice soit rendue pour que d'autres familles n'aient pas à vivre ce que nous avons vécu. » Fumiko Sato, la mère de Yuki, s'adressa directement aux accusés, dans un français parfait teinté d'émotion. « Ma fille adorait la France depuis son enfance. Elle avait appris votre langue par amour pour votre culture. Vous avez tué cette passion en même temps que vous l'avez tuée elle, mais vous n'arriverez jamais à tuer son souvenir, ni l'amour que nous lui portons. » Les parents d'Akira, Noboru et Michiko Suzuki s'exprimèrent par l'intermédiaire d'un interprète, leur émotion transcendant la barrière linguistique. Noboru, les larmes aux yeux, montra à la cour la photo d'Akira enfant avec son premier appareil photo. Il était si fier de pouvoir accompagner un photographe professionnel. Il pensait vivre le plus beau voyage de sa vie. Vous en avez fait son dernier voyage. La défense de Vernet tenta de minimiser sa responsabilité, arguant qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer les touristes et que la situation avait dégénéré contre sa volonté. Ses avocats présentèrent un homme d'affaires qui avait certes dérivé vers des activités illégales, mais qui n'était pas fondamentalement un meurtrier.
Cette stratégie se heurta aux témoignages accablants de Tessier et aux preuves matérielles irréfutables. Marco Tessier, qui avait accepté de témoigner contre son ancien patron en échange d'une réduction de peine, décrivit minutieusement le déroulement des événements du 15 août 2013. Son témoignage, clinique et détaillé, acheva de convaincre les jurés de la préméditation des meurtres. Vernet a regardé les photos sur l'appareil d'Hiroshi, il a vu les visages de nos clients libyens et il a dit « Ils en savent trop, on ne peut pas les laisser repartir ». Tout s'est décidé en 5 minutes, déclara-t-il à la barre. L'accusation, menée par le procureur général Patrick Delarue, dressa un portrait implacable de Vernet comme d'un criminel organisé qui avait froidement calculé l'élimination de témoins gênants. L'accusé nous présente un homme d'affaires qui aurait mal tourné, mais les preuves révèlent un tueur méthodique qui a organisé la disparition de 3 innocents avec la même précision qu'il organisait ses trafics d'armes, déclara-t-il dans sa plaidoirie. Les expertises psychiatriques révélèrent chez Vernet une personnalité narcissique capable de justifier les pires actes par ses intérêts personnels. Le docteur Catherine Morel, psychiatre expert près la cour, expliqua « L'accusé présente une absence totale d'empathie envers ses victimes. Pour lui, Hiroshi, Yuki et Akira n'étaient que des obstacles à éliminer, au même titre qu'un concurrent commercial gênant. Cette déshumanisation explique la facilité avec laquelle il a ordonné leur exécution. » Au terme de 3 semaines de débats intenses, le jury rendit son verdict le 8 octobre 2021. Jean-Claude Vernet fut reconnu coupable de triple meurtre avec préméditation, de direction d'organisation criminelle et de trafic d'armes à grande échelle. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Marco Tessier, en raison de sa coopération avec la justice, écopa de 25 ans de réclusion criminelle. La lecture du verdict fut accueillie dans un silence religieux par l'assistance. Les familles japonaises, qui avaient attendu 8 années cette reconnaissance officielle de leur souffrance, pleuraient silencieusement, mélange de soulagement et de douleur renouvelée. Marie Blanchard, la propriétaire de l'hôtel Belle Époque, dont la décision de rénover avait permis la découverte de la vérité, assistait également à l'audience. Elle déclara aux journalistes « Je n'aurais jamais imaginé que mon hôtel ait pu servir de cache à de tels crimes. Au moins, cette horrible vérité a pu éclater et rendre justice aux victimes. Au-delà des condamnations individuelles, l'affaire permit le démantèlement complet du réseau international de Vernet. Les 27 arrestations simultanées dans 6 pays européens aboutirent à la saisie de plus de 200 millions d'euros d'avoirs criminels et à la découverte de plusieurs arsenaux clandestins. Les autorités européennes estimèrent que ce réseau était responsable de l'approvisionnement en armes de dizaines de conflits armés en Afrique et au Moyen-Orient au cours des 15 dernières années. L'impact de cette affaire dépassa largement le cadre judiciaire. Elle révéla les failles des systèmes de surveillance portuaire européens et conduisit à un renforcement significatif des contrôles sur les yachts de plaisance en Méditerranée. De nouveaux protocoles de coopération internationale furent établis pour traquer les réseaux criminels exploitant les routes touristiques marines. Pour les familles des victimes, le verdict marquait la fin d'un calvaire de 8 années, mais aussi le début d'un nouveau processus de deuil. Elles purent enfin organiser des funérailles symboliques au Japon, donnant une sépulture spirituelle à Hiroshi, Yuki et Akira, dont les corps reposaient quelque part au fond de la Méditerranée. Un mémorial fut érigé dans le cimetière de Shibuya à Tokyo, où chaque année, le 15 août, leurs proches et amis se rassemblent pour leur rendre hommage. L'hôtel Belle Époque, devenu malgré lui le symbole de cette affaire tragique, rouvrit ses portes en mars 2022 après l'achèvement de sa rénovation. Marie Blanchard décida d'installer dans le hall une plaque commémorative en l'honneur des 3 victimes, rédigée en français et en japonais. À la mémoire d'Hiroshi Tanaka, Yuki Sato et Akira Suzuki, photographes de la beauté du monde, victimes de la laideur des hommes, que leur passion pour la vie et l'art nous inspire à construire un monde meilleur. L'enquête révéla également l'importance du hasard dans la résolution des crimes les plus complexes.
Si la pandémie de Covid-19 n'avait pas poussé Marie Blanchard à rénover son hôtel, si les ouvriers avaient démoli une autre cloison en premier, si Vernette avait choisi une cachette différente, l'affaire n'aurait probablement jamais été élucidée. Cette dimension aléatoire rappelait que même les criminels les plus sophistiqués ne peuvent maîtriser tous les paramètres de leurs actions. L'histoire de ces 3 touristes japonais, devenus malgré eux les témoins d'un trafic d'armes international, illustrait tragiquement la vulnérabilité des innocents face aux réseaux criminels modernes. Leur dernière photographie, initialement destinée à immortaliser la beauté de la Côte d'Azur, était devenue l'épreuve cruciale permettant de démanteler l'un des plus importants réseaux de trafic d'armes de Méditerranée. Cette affaire marqua également un tournant dans la coopération policière internationale. Les méthodes développées pour traquer le réseau Vernet furent reprises et perfectionnées pour lutter contre d'autres organisations criminelles transnationales. L'expertise acquise dans l'analyse des métadonnées photographiques et la reconstitution d'activités criminelles à partir d'images touristiques créa de nouveaux outils d'investigation adoptés par les polices du monde entier. Cette histoire nous rappelle avec une violence terrible que le mal peut surgir au moment où on s'y attend le moins, transformant un voyage de rêve en tragédie absolue. Elle nous montre aussi que la vérité, même enfouie pendant des années, finit toujours par refaire surface grâce à la persévérance des enquêteurs et parfois aux coïncidences les plus inattendues. Hiroshi, Yuki et Akira étaient partis photographier la beauté de la Côte d'Azur. Ils ont finalement contribué, par leurs dernières images, à faire tomber un réseau criminel qui semait la mort à travers la Méditerranée. Que pensez-vous de cette révélation finale? Aviez-vous soupçonné que derrière cette disparition se cachait un trafic d'armes international? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas mystérieux. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces victimes innocentes que nous rendons le meilleur hommage à leur passion pour la vie et la beauté du monde.